d'être prises en compte depuis leur idée d'entreprise. Comment facilite-t-on l'insertion entrepreneuriale des étudiants à l'université d'Abomey-Calavi? Réponse ce lundi à 21h sur l'ORTB. Nous voyons que l'UAC a tendu la main professionnelle en les insérant dans son processus de formation des jeunes, et à ce titre on les invite pour la validation de nos curricula de formation. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Une étape primordiale dans la mise en œuvre des ODD, l'implication des collectivités locales. Le système des Nations Unies en a fait une priorité ce jour. La télévision sous les feux des projecteurs ce 21 novembre. En effet, le monde entier marque un arrêt sur l'évolution de ce médium. Dans ce journal, quelques réactions à suivre. Et puis, les syndicats du secteur de la santé lèvent leur motion de grève. La décision est intervenue ce jour à la Bourse du Travail. Ils ont signé en effet un protocole d'accord avec le gouvernement. À suivre leur déclaration dans cette édition. Merci et bienvenue à cette édition qu'on ouvre tout de suite par la célébration de la télévision ce 21 novembre. En effet, quelques responsables d'organes profitent de cette journée pour nous fixer sur les prochains défis. On les écoute. Eh bien, l'un des défis principaux que nous avions à l'ORTB en ce qui concerne la télévision, c'était d'abord de faire réaccepter notre télévision dans les maisons, dans les ménages, dans les foyers de chaque Béninois et de chaque Béninoise. En réalité, il y a eu un moment où nous étions des mal-aimés, vous le savez très bien. Nous avons décidé qu'il devait en être autrement. Et nous nous sommes mis en route. Et nous avons fait notre entrée audiovisuelle le 15 septembre dernier avec pour défi principal de réhabituer les Béninois à la télévision nationale. Et puis il y a de nombreux autres défis à relever. Il faut que la qualité de nos émissions s'améliore. Il faut qu'en matière de son, d'image et de mise en scène, de tout ce qu'on veut, d'habillage, nous soyons beaucoup plus attractifs. Mais beaucoup de choses restent à faire. Le grand défi à relever quand on traverse le 21 novembre, c'est que c'est un peu comme une sonnette d'alarme pour dire est-ce que vous êtes compétitif, est-ce que vous proposez des choses intéressantes, est-ce que vous répondez aux idéaux qui sont ceux de la paix, de la sécurité, du développement économique et tout ce qui a été pensé pour le choix de cette journée. Aujourd'hui, nous sommes les regards tournés sur le passage au numérique. Et le défi à relever pour ce passage au numérique, c'est vraiment le défi des contenus. Et également, je parle pour BB24, nous avons un défi majeur, c'est celui de trouver les moyens pour pouvoir réaliser. Et nous, de notre position, nous souhaiterions et nous voulons et nous demandons avec force que l'État puisse nous accompagner et jouer ce rôle qui est le sien du financement de nos télévisions. C'est une journée qui doit amener les télévisions africaines à réfléchir à comment avoir leur identité, à s'imposer comme une chaîne qui participe à un vrai rayonnement du continent africain, qui vend autrement l'image du continent africain. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le continent africain. On a besoin de montrer dans le monde entier l'image d'une Afrique qui bouge, l'image d'une Afrique qui a une jeunesse intelligente, innovante, qui veut également concourir sur le plan mondial. Et puis les Béninois apprécient également la télévision nationale. Je vous propose dessus le regard qu'ils jettent donc sur le médium du service public, la télévision.
et vous étiez un peu trop une caisse de résonance du pouvoir et je ne suis pas sûr que ce soit ça votre rôle. Ça a beaucoup changé depuis le 6 avril. On a noté beaucoup d'améliorations. Déjà au niveau des émissions, il y a plus de variété au niveau des émissions. Les débats sont plus contradictoires. On a des débats intéressants. Voilà un peu des émissions intéressantes. Il y a le journal de 20h qui est bien achalandé. Nous constatons aussi qu'aujourd'hui l'opposition a la parole et les Béninois s'expriment librement. Il y a d'autres nouvelles émissions que vous avez créées pour le bonheur du peuple. Donc le peuple a droit à l'information, la communication et on doit remercier les autorités actuelles de l'ORTB pour cela. Mes impressions sont bonnes, tout à fait bonnes, parce que on voit que maintenant que la télévision nationale n'est plus monopolisée. Ce n'est plus le monopole, tout le monde a accès. Il y a des débats qui se font, qui sont très intéressants. Il y a de nouvelles émissions. Et on voit même les opposants s'expriment également à la chaîne nationale. Bon, franchement, c'est intéressant. On a été habitué à être déconnecté de l'ORTB. Et c'est de temps en temps par surprise maintenant qu'on tombe sur la chaîne et puis on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui a changé. La dernière fois, par exemple, je suis tombé sur une émission du matin, 5 sur 7, je crois. Et d'abord, j'ai été surpris des couleurs. J'ai vu que les couleurs étaient très belles. Le studio était bien agrémenté, la table, la position des journalistes, des animateurs. J'ai vu vraiment que quelque chose a changé. Depuis le 6 avril, depuis les dernières élections présidentielles, vous avez changé, vous prétendez avoir changé de ligne éditoriale. C'est vrai que ce n'est plus exactement ce qui se disait auparavant, mais peut-être pourrions-nous vous demander de faire preuve de plus d'indépendance aussi vis-à-vis aussi bien du pouvoir actuel que des autres institutions. Je crois qu'il est important que vous relayiez ce qui est fait de bien. Et il se fait un certain nombre de choses qui sont très bien. Il faut relayer, il faut en parler. Il faut aussi avoir un œil critique sur ce qui pourrait se faire d'un peu moins bien, de façon à ce que la télévision serve à éveiller les consciences, serve à contribuer à sa façon au développement du pays en élevant le niveau des débats, le niveau d'analyse politique et de réflexion dans le pays. C'est un peu ça qu'on attend de vous. 12 journalistes et techniciens radio suivent une formation sur les techniques du reportage radio. C'est une initiative de Radio France Internationale en partenariat avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. L'ouverture des séances de formation a eu lieu ce matin dans les locaux de l'ancienne maison de la radio à Cotonou. Bénédicte Passou relie ce temps. Ces jeunes journalistes et techniciens radio, au nombre de 12, sont venus de divers horizons pour suivre cette formation. L'activité fait suite à la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, organisée cette année au Bénin par RFI en mémoire de ces deux journalistes assassinés au Mali en 2013. Ce sont des gens qui étaient candidats à la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Nous avons retenu des gens pour la bourse et des gens pour cette formation de la HAC, sachant que c'est la même formation. L'objectif de la formation, c'est de faire exactement la même chose que ce qui a été fait pendant la bourse. C'est-à-dire que nous allons tous travailler, journalistes et techniciens, nous allons travailler ensemble à l'élaboration d'un reportage. Comment est-ce qu'on travaille en équipe quand on fait de la radio et comment est-ce qu'on essaie de faire un reportage radiophonique avec des images. On n'a pas la télé, on n'a pas les images, on n'a pas de caméra, mais on a du son et on va utiliser le son pour susciter des images dans l'esprit des auditeurs. Les attentes sont grandes dans le rang des participants. Pour moi, on ne finit jamais d'apprendre. C'est vrai que nous avons déjà un certain nombre d'acquis par rapport à ce qui pourrait être le contenu de cette formation. Mais je pense que cette formation va nous permettre quand même de renforcer ces acquis et pourquoi pas de pérenniser ces expériences et faire en sorte que notre professionnalisme puisse grandir. Cette formation intensive dure une semaine et sera faite essentiellement d'exercices pratiques. Elle est organisée en partenariat avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Sit-in ce matin au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les 1045 agents contractuels de ce ministère dénoncent le non-renouvellement de leur contrat. D'une part, il exige le paiement des arriérés de salaire et autres avantages qui leur sont dus. D'autre part, alors ils ont eu heureusement l'oreille attentive de leur ministre de tutelle. Je propose d'écouter respectivement Alfred Bauduit, porte-parole des manifestants, et Delphin Koundadé, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, au micro de Gloria Oni et de Yves Agropessi. Les travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, par ma voix, viennent exiger de vous ce qui suit. La publication du rapport de l'évaluation des agents afin de permettre à chacun d'apprécier la note à lui attribuée par sa hiérarchie pour d'éventuelles réclamations, le paiement immédiat des arriérés de salaire aux agents de l'ONASA et la cessation de la procédure de dissolution des structures de grande importance dans le tissu social de notre pays. Le départ effectif, sans délai et sans protocole de tous les retraités en poste encore, au cas où les revendications ci-dessus énumérées ne seront pas satisfaites avant la fin du mois de novembre. Une série de sit-in se tiendra tous les lundis dans les ministères de la fonction publique, de l'économie et des finances, de l'agriculture, jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. Une cessation collective de travail, même des APE, couplés d'actions musclées, interviendrait pour la paralysation totale des activités de la campagne de commercialisation en cours et toutes les activités du MAEP. Je peux déjà vous dire ici que nous ne sommes pas insensibles à ces problèmes et que la plupart de ces problèmes sont déjà en étude. Il y a eu beaucoup d'éléments qui sont adressés au président de la République. Je lui en ferai un compte rendu exhaustif. Kala kala, kulu kulu, kala kala. L'ensemble des syndicats du secteur de la santé, après analyse de la situation à la Bourse du Travail ce lundi, décident de la suspension de leur motion de grève. Cette décision fait suite à la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement la semaine dernière. Écoutons un extrait de leur déclaration au micro de Destonia Bigot et de Patrick Bénon. Si nous avons décidé de la suspension de grève, c'est parce que nous avons constaté que le gouvernement a fait le premier pas. Il est question aussi que nous-mêmes, en tant que responsables syndicaux, que nous faisons de la concession. Alors, lorsque nous nous sommes réunis aujourd'hui, des échanges, il est ressorti que des échanges au niveau des secrétaires généraux, il est ressorti que nous devons suspendre la grève pour compter de ce soir, 21 novembre 2016. Ça signifie quoi? Ça veut dire que les mouvements de grève sont suspendus, mais pas arrêtés, sont suspendus. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut encore revenir à la charge. Sur les 12 points, nous avons pu obtenir les 3 points. Les 9 autres points doivent être discutés dans une commission technique interministérielle. Nous l'avons exigé et le gouvernement est prêt à mettre sur pied cette commission. Et nous attendons dans la week-end pour que cette commission soit mise sur pied afin de poursuivre les négociations par rapport aux 9 autres points qui restent. Je voudrais profiter de votre canal pour demander aux militants, sur toute l'étendue du territoire, membres de l'intersyndical des ressources humaines en santé, de se tenir prêts à tout moment, ou jamais si nous relançons la grève, d'être prêts pour l'observer. L'intégration des objectifs de développement durable ODD dans les plans de développement communaux constitue aujourd'hui une étape primordiale dans la mise en œuvre des ODD. C'est pour atteindre bien évidemment ces objectifs que le système des Nations Unies a organisé ce matin une série d'échanges sur la question avec les élus locaux. Alain de Suevo, Francis Faton. Depuis septembre 2015, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté les 17 objectifs de développement durable ODD qui font partie intégrante d'un vaste programme, à savoir transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030. Pour réussir ce pari, il urge d'œuvrer pour la mise en œuvre des ODD au niveau local et décentralisé. Voilà pourquoi cet atelier national d'échange des organisations de la société civile et des élus locaux sur la localisation des ODD a été organisé.
Donc c'est de faire de telle sorte qu'à travers les 17 objectifs et les 169 cibles, d'identifier quels sont les indicateurs les plus pertinents qui s'appliquent au niveau donc des populations à la base. Pour le contrôle citoyen, ces assises sont les bienvenues. Les élus locaux doivent donc, un renfort aux EDD déjà inscrits dans le programme d'action du gouvernement, les traduire dans leur plan de développement communal à travers un processus participatif et inclusif. En procédant à l'ouverture de l'atelier, le ministre de l'Enseignement supérieur, représentant son collègue du plan, a appelé les participants à tirer meilleur profit des communications qui seront présentées au cours du présent atelier. La décentralisation confère aux élus locaux la responsabilité du développement à la base pour le bien-être des populations. Mais cette opportunité n'est pas encore saisie au niveau de nos communes. La tenue du présent atelier constitue une opportunité pour renforcer la collaboration entre les différents acteurs de développement à la base en vue d'accélérer la marche du Bénin vers un développement inclusif et durable. Il y a une question de ciblage, il y a une question de spatialisation et de territorialisation du développement dans la mesure où les communes sont le centre de la pauvreté, mais les communes sont le centre de la création de la richesse pour des potentialités encore en sommeil. Il s'agit pour les participants de réussir à répondre aux 4 interrogations que sont comment intégrer les ODD dans les plans de développement communaux PDC, comment intégrer les changements climatiques dans les planifications locales, comment mobiliser les ressources au niveau local pour une mise en œuvre efficace des ODD, et puis quel dispositif efficace de suivi et de redevabilité à mettre en place au niveau local pour le suivi des ODD afin de ne laisser personne de côté. Le voyage de presse pour visiter les sites de réalisation des projets de l'UEMOA s'est achevé par le département du Zou, seconde étape d'un périple d'une semaine qui a permis de noter avec satisfaction, la satisfaction de la délégation de l'UEMOA. Sur place, voici le reportage de Marcia Guidigan et de Patrick Pénon. Dans le Zou, le voyage de presse organisé par l'UEMOA a pris par les communes de Wenki, Zobodomé, Agbanizon et la commune de Boycon. Des magasins de stockage, des forages à motricité humaine et la mini-centrale ici à Kokissa dans la commune de Zobodomé ont été visités. Nous avons la construction d'une microcentrale de 44,1 kW crête et la réalisation de 1,3 km de réseau basse tension avec une quarantaine d'abonnés actuellement servis. Il y a également plusieurs demandes. À ce niveau également, nous avons la réalisation d'un système d'adduction d'eau villageoise avec 4 bonnes fontaines. Satisfaction totale notée et du côté des bénéficiaires et du côté de l'UEMOA. l'UEMOA mi to gbeni to gbenu to gade sunogbo to eme mi o ma de ya to otonuku. Globalement, disons que c'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes pleinement satisfaits et nous pouvons dire que les réalisations qui ont été implantées dans le territoire sont en bon état et l'utilisation et l'utilité de ces infrastructures sont évidentes. Si l'utilité des ouvrages n'est plus à démontrer, leur entretien demeure une grande préoccupation. Monsieur le préfet, c'est le lieu de dire que quand même nous avons certains pincements au cœur. Parce qu'en certains endroits, ces forages ne sont pas entretenus à la hauteur de nos attentes. Ici, plus de 3 ans déjà que cette eau coule ainsi, faute de robinet. Là-bas, c'est des lampadaires vandalisés. Ma réaction à chaud est une réaction de déception également à ce niveau. Je voudrais rassurer le représentant résident pour dire que ces choses constatées vont être corrigées dans les plus brefs délais. L'eau, c'est la vie. C'est pourquoi le représentant résident de l'UEMOA a appelé les utilisateurs à en prendre soin. Une interrogation maintenant, comment œuvrer à la certification de l'ananas du Bénin à la norme globale? La préoccupation est au cœur d'un atelier de formation de 6 jours organisé par le programme américain Partners for Development. Les travaux ont eu lieu dans la commune d'Alada. Plus de précisions avec Monique Toron et Jérôme Mouba. Comme vous le savez, l'ananas du Bénin
est très apprécié pour son goût et son arôme. Malgré cette appréciation positive, le Bénin doit encore fournir beaucoup d'efforts pour que ces fruits soient conformes aux exigences de qualité sanitaire. Pendant 6 jours de formation, le programme Partners for Development, financé par le département américain de l'agriculture, va œuvrer à accroître la productivité et la qualité de l'ananas chez les petits producteurs de la commune d'Allada. Le présent atelier de formation vise à doter plus d'une douzaine d'experts nationaux des compétences qui leur sont nécessaires pour accompagner ces producteurs et les exportateurs, ainsi que les transformateurs, à la certification Global Gap. Le PAINEX, projet d'ananas pour l'exportation via le cabinet Envals de la Côte d'Ivoire, va entretenir ses agriculteurs sur le référentiel Global Gap, Good Agricultural Practices. C'est vraiment des démarches de bonnes pratiques agricoles et des démarches, c'est vrai, qui nécessitent beaucoup de patience. Donc nous avons l'habitude de ce type d'appui et soyez-en rassurés, nous allons nous armer de patience pour qu'ensemble nous puissions atteindre l'objectif final. Pour avoir le Global Gap, c'est dans les fermes, c'est dans les bonnes pratiques. Et je pense que les producteurs sont aujourd'hui prêts à mettre en œuvre tout ce qu'on aurait reçu ici comme enseignement pour que cette certification Global Gap nous soit attribuée. Cette formation va permettre à coup sûr à l'ananas béninois d'être davantage compétitif au-delà de nos frontières. Et parlons maintenant de la Bible. Aujourd'hui, le monde entier célèbre donc la Bible. Alors, sachez que la première partie donc de ce livre a été écrite entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. La seconde partie, elle, est rédigée entre la deuxième moitié du 1er siècle et le début du 2e siècle après Jésus-Christ. Les deux parties sont baptisées Ancien et Nouveau Testament. L'ensemble constitue ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Bible. Ce 21 novembre lui est dédié. Alors que retenir d'autres de la Bible? Patrick Diosso. La Sainte Bible, les Saintes Écritures, le plus grand livre. Les qualificatifs sont innombrables pour désigner la Bible. Cet ensemble de textes considérés comme sacrés selon les Juifs et les chrétiens, des textes consacrés selon les différents groupes religieux. La Bible hébraïque est dite en hébreu Tanakh, acronyme formé à partir des titres de ces 3 parties constitutives, la Torah, la loi, les Névim, les prophètes, et le Ketuvim, les autres écrits. Les chrétiens nomment Ancien Testament la partie qui reprend le Tanakh ainsi que d'autres textes antiques non repris par la tradition juive. La Bible chrétienne contient en outre le Nouveau Testament qui regroupe les écrits relatifs à Jésus-Christ et à ses disciples. Il s'agit des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, des Actes des Apôtres, des Épîtres et de l'Apocalypse, livre de la Révélation. La Bible rassemble une collection d'écrits très variés, récits des origines, textes législatifs, récits historiques, écrits prophétiques ou poétiques. La Bible, pour en parler, il faut plus qu'une journée internationale, plus qu'une semaine mondiale, plus qu'un mois planétaire, plus qu'une année interplanétaire. Il faut toute une vie, et même au-delà de la vie. Et puis, de jeunes photographes béninois ont réalisé pour la première fois des photographies de création artistique qui valorisent le patrimoine culturel du Bénin. Une exposition collective de ces ouvrages est en cours à l'espace le centre de l'Obozompa, arrondissement d'Atopokodi, commune d'Abomey-Kélavi. On va retrouver Patrick Diosso pour nous décrypter ce vernissage. Des photographies avec tous les plans de coupe, en zoom avant ou arrière, en plongée ou en contre-plongée. Photographies encadrées dans le feuillage des comptes plaqués, isorelles et autres planches. Bienvenue ici, dans un lieu dit le centre. Ce centre a pour vocation d'accueillir des bonnes initiatives. Et c'est d'après que nous en avons encore une aujourd'hui. Un grand projet autour de la photographie qui a rassemblé également nos contemporains photographes. Des contemporains coachés par Africa 2005 Bénin, structure porteuse du projet Focus Créa 2016. L'idée est partie du fait qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de jeunes qui maîtrisent l'appareil photo. On constate même qu'il y a des gens qui ont leur studio mais qui filment parce qu'ils n'ont pas eu de commande, ils n'ont pas eu de marché. Voir justement un métier aussi noble, ne pas avoir de répondant, nous nous sommes dit est-ce que ce n'est pas mieux pour nous
d'amener les jeunes qui savent déjà faire la photographie, de leur apprendre à avoir une démarche artistique pour créer par eux-mêmes des images, des pièces, pour pouvoir justement se positionner sur le marché des arts et puis pourquoi pas également tirer profit de leurs travaux pour mieux vivre. C'est comme ça l'idée est partie et couplée également à un autre pan qui est la valorisation de notre patrimoine culturel. Tels les jours de la semaine, ils étaient 7 au départ pour une résidence de création. Ils sont 4 à l'arrivée pour rassembler l'énergie des 4 coins cardinaux dans leur photographie d'art. Il n'y a pas de photos qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, mais ils ont vraiment travaillé pendant 2 mois. Ils sont allés vraiment poser des questions, faire des enquêtes, et c'est ça, franchement, qui a abouti aux photos. De la forêt sacrée de Zunji à la perle bébé-djé de la transmission mère-fille, en passant par le retour à l'immortalité avec les jumeaux, et la jarre sacrée d'Azinvi qui glisse vers l'ouvrage d'un auteur, Édouard Glissant. Focus Créa 2016 redore le blason de notre patrimoine culturel. Les cours de langue chinoise, les apprentissages d'art martial chinois et les initiations aux arts graphiques de la Chine, elle est en hibernation durant les vacances scolaires, bien évidemment. Pour la reprise, le Centre culturel chinois a effectué sa rentrée académique et artistique le week-end écoulé. Edmond Hugo et Patrick Josso étaient sur place pour nous, pour le compte-rendu. La tortue et la grue, une pièce folklorique de la ville de Laoting en Chine. L'une des histoires représentées ici à travers ce théâtre d'ombre chinoise. Un théâtre né il y a plus de 700 ans et dont les principes ont inspiré l'invention du cinéma. Il est question de projeter sur un écran des ombres produites par des silhouettes interposées dans le faisceau lumineux qui éclaire l'écran. Derrière l'écran, des artistes marionnettistes qui viennent après montrer au public comment manipuler les personnages taillés à partir de peau d'âne. Parents et enfants, le public de familles entières est ici à la salle polyvalente du Centre culturel chinois qui fait ainsi sa rentrée plurielle au choix. Tout le monde dit que la langue chinoise est difficile par rapport au français. C'est moins difficile quand même. Dans la langue chinoise, il n'y a ni conjugaison des verbes, ni masculin, féminin, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, vous, Africains, vous êtes doués dans le domaine de la langue. Vous avez maîtrisé déjà au moins 2 langues, votre langue maternelle et le français. Vous choisissez la langue chinoise, la culture chinoise, je peux vous dire que c'est un bon choix. Le choix pour une super rentrée académique et linguistique avec les cours de mandarin, la langue chinoise. Le choix d'une superbe rentrée artistique où danse et chant chinois s'enchaînent. Le choix d'une sublime rentrée artistico-martiale où le professeur d'art martial ouvre le bal en musique. Pour laisser le tai chi évoluer en silence au ralenti. Jusqu'au Shaolin Wushu ponctué de cris en accéléré. Et ceci annonce l'année du coq à partir du 28 janvier 2017. À l'étranger maintenant, le verdict du premier tour des primaires de la droite en France est tombé. Les résultats provisoires issus du dépouillement de plus de 4000 bureaux sur les 10 000 retenus placent en tête le candidat François Fillon. Il est suivi de loin par l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Alain Juppé. Quant à l'ancien président Nicolas Sarkozy, il passe quasiment à la trappe et il rentre complètement dans l'histoire par la petite porte. Reportage. Le premier tour de la primaire de la droite française s'est soldé dimanche dernier avec le choix des électeurs qui s'est porté sur François Fillon, arrivé en tête à plus de 44% des suffrages. Longtemps distancé dans les sondages, auteur d'une fulgurante remontée dans les 2 dernières semaines, l'ancien Premier ministre l'a emporté dans les 87 départements. Ce premier tour des primaires a été un remarquable succès populaire. C'est une vague qui démontre l'intérêt des citoyens pour l'avenir de leur pays. Depuis des mois et des mois, je trace mon sillon calmement, sérieusement, avec un projet précis et puissant. Je ne dévie pas dans ma marche.
elle est tout orientée vers l'intérêt des Français et vers l'intérêt de mon pays que j'aime de tout mon cœur. Mon projet déclenchera une nouvelle espérance. J'entraîne avec moi les électeurs de la droite et du centre qui veulent la victoire de leurs valeurs. Et ma conviction est que rien ne peut arrêter une nation qui se dresse pour sa fierté. Les ralliements se multiplient en faveur de Fillon. Entre autres, celui de Nicolas Sarkozy, ex-président français, éliminé sans appel avec seulement 20,6% des voix. Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte et je comprends la volonté de ces derniers de choisir pour l'avenir d'autres responsables politiques que moi. Je veux enfin féliciter François Fillon et Alain Juppé, qui sont qualifiés pour le second tour. Mais les choix politiques de François Fillon me sont plus proches. L'idée que je me fais de mon devoir est de dire avec franchise, avec clarté, avec loyauté, que quels que soient mes désaccords passés avec lui, François Fillon me paraît avoir le mieux compris les défis qui se présentent à la France. Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire. Pour l'heure, la campagne pour la primaire de la droite reprend ce jour avec un duel entre les deux premiers du scrutin du dimanche, à savoir François Fillon, vainqueur au premier tour, et Alain Juppé, ancien Premier ministre de Jacques Chirac et maire de Bordeaux, arrivé loin en deuxième place avec 28,2%. Il faut ajouter que le second tour de cette primaire se joue le dimanche prochain entre François Fillon et Alain Juppé. Celui qui sera donc l'élu des Français pour cette primaire va représenter le parti Les Républicains pour la présidentielle française de l'an prochain. Et voilà qui referme cette édition, ce journal. Avant de nous séparer, quelques informations sur le programme, le magazine sans commentaire, juste après moi, et une table ronde sur le thème UAC, faciliter l'insertion entrepreneuriale des étudiants, et le feuilleton Without You. Prenez le rendez-vous du JT Soir, c'est à 23h avec Héloïse Winateur. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci et à demain.